Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse chaque semaine le show rouge de la WWE. Et c'est surtout le podcast qui transpire et qui transpire à grosses gouttes puisque nous avons atteint une température extrême ce week-end avec Stomping Grounds. C'est l'heure de passer à la suite. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce Monday Night Raw, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut salut IRM, salut tout le monde. Il fait très très chaud là, ça. Je perds la lucidité. Est-ce que tu fais un petit clin d'œil à notre analyse de Stomping Grounds qui a vu Chris terminer l'analyse tout seul? Est-ce que ce serait... Non, c'est malheureusement pas volontaire, mais en effet, oui. En ce moment, tu sens que la chaleur a des effets sur tout le monde là. Sur tout le monde, et y compris sur le show rouge qui avait lieu, Giscal, Au Staples Center de Los Angeles. Exactement, on fait la côte ouest là, du côté des États-Unis, du côté de la société de Stamford, et c'est Seth Rollins qui vient tout brûler, burn it down, alors qu'il fait déjà 45 degrés. Le mec, il se dit c'est la meilleure idée, et le public est là, burn it down, alors que toi, t'es en train de suer devant ta télé à te farcir les 3 heures de Monday Night Raw. Seth Rollins, toujours champion, qui fait son petit discours de champion habituel, et qui se fait interrompre tout simplement par sa copine, puisque c'est officiel, et quand on dit que c'est officiel à la WWE, c'est-à-dire que vous allez vous en coltiner des tartines jusqu'à plus soif. La romance entre Seth Rollins et Becky Lynch est dorénavant le point focal de Monday Night Raw. Becky Lynch arrive, donc Seth Rollins commence à faire t'as pas l'impression de m'interrompre là, donc un petit peu de mansplaining sur The Man. Becky Lynch fait oh non, pas du tout, de quoi tu parles? Becky Lynch en plus c'est un petit peu c'est vrai que c'est un peu un concours de qui a la plus grosse là, parce qu'on a quand même des sacrées réactions quand les deux arrivent. Donc les deux, voilà, le couple princier, le couple royal même, qui ouvre le show. Seth Rollins accorde du crédit à Baron Corbin d'avoir choisi Lacey Evans comme arbitre la nuit dernière. La nuit dernière, oui, tout à fait. C'était plutôt intelligent de sa part, c'est vrai. Ça a failli payer pour le Baron. Oui. Mais le Baron, ça a beau être l'homme le plus intelligent de la Terre, il n'était pas assez malin pour deviner que que Seth Rollins avait le meilleur backup de la planète, et que ce meilleur backup de la planète, c'est évidemment Becky Lynch. Becky Lynch qui fait d'ailleurs une petite vanne qui était pas mal, qui dit que ça paye bien d'être l'homme de The Man, enfin The Man's Man, donc l'homme de l'homme, quoi, le bras droit de l'homme. Enfin, je vais arrêter d'essayer de traduire cette expression, c'est pas possible. Becky Lynch, voilà, on balance une pour Lacey Evans. Baron Corbin, débarque, mais c'est pour faire diversion, effectivement, puisque Lacey Evans arrive pour attaquer Becky Lynch. Mais voilà, les gentils arrivent à faire reculer les méchants, et tout ça pour continuer sur Baron Corbin et Lacey Evans, qui se moque un petit peu du côté gentillet de Seth Rollins, en disant grosso modo t'es le petit garçon de le fils à maman, quoi. Heureusement que Becky Lynch est là pour te sauver tes fesses, Seth Rollins. Et du coup, tout ça va se résoudre dans un match, un mixed tag team match, qui aura lieu. On nous boucle déjà Extreme Rules. Et Becky Lynch et Seth Rollins affronteront Baron Corbin et Lacey Evans au prochain pay-per-view. Et surtout, avec une stipulation laissée gentiment aux gentils, décidée par les méchants, qui est tout simplement qu'on met tous les titres en jeu. Donc si Baron Corbin et Lacey Evans gagnent leur match au pay-per-view Extreme Rules, ils remportent All In, la mise complète, la table sera retournée, le monde sera en feu. Est-ce que cette intro a été suffisamment chaude, mais pas trop, pour que tu embarques totalement dans ce chapitre numéro 3 de cette double rivalité? Eh ben écoute, ouais.
Ouais, j'ai trouvé ça pas mal, moi, perso. Alors voilà, Seth Rollins, cela dit, Baron Corbin a été assez malin, il mérite un peu de crédit pour son choix d'arbitre. Bah, je suis assez d'accord avec Seth Rollins, j'ai trouvé que enfin moi ça m'a beaucoup plu le choix de Baron Corbin la veille donc à Stomping Grounds, Lacey Evans en arbitre spécial. Personnellement, moi je l'avais absolument pas vu venir. Il y a eu un petit peu un débat sur le concours des pronostics des cahiers du catch. D'ailleurs, les résultats arrivent incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas, mais certains nous avaient demandé si ça aurait peut-être été drôle d'ouvrir un petit peu justement au vote le nom de l'arbitre spécial. Et c'est vrai qu'à la base, je l'avais pas fait parce que je me suis dit, il y a tellement de choix possibles, il faudrait que je cite tous les jobbers de la WWE, parce que c'est vrai que Baron Corbin nous avait quand même mis tellement en scène des jobbers semaine après semaine que on s'attendait à ce que ce soit soit un truc complètement what the fuck à la Lesnar, soit finalement un truc un petit peu insoufflé qui serait retombé, un petit nom ou un truc pas bien méchant. Et le coup de Lacey Evans, j'ai trouvé ça top parce que justement, ça contrecarrait complètement les plans de Seth Rollins et puis ça allait nous offrir potentiellement derrière un nouveau souffle pour cette rivalité, une nouvelle dynamique, une dynamique mixte qui est, ma foi, assez sympa. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Voilà ce qu'ils en ont fait cette semaine. Le côté les heels qui jouent un petit peu sur la guerre d'ego, parce que c'est vrai que voilà, le positionnement de Becky Lynch, c'est certainement pas le positionnement de la petite copine lambda, on va dire, que la WWE nous a dépeint ces 2 dernières décennies, voire plus. Donc là, c'est vrai que voilà, il blague sur même Becky Lynch, on rigole. Hein, tu l'as dit, hein, c'est bien d'être the man's man. Et Baron Corbin joue là-dessus pour provoquer un peu Seth Rollins. Donc voilà, Becky Lynch, heureusement qu'elle est là parce que c'est elle qui tient qui porte la culotte dans le couple et qui te sauve les miches à chaque fois. Donc tout ça c'est assez cool et je suis assez impatient de voir. Écoute, ce match mixte, est-ce qu'ils vont bon alors voilà, on a tous en tête ce précédent assez stylé qu'on avait eu à WrestleMania 34 qui a posé un petit peu les bases de ce que pourrait être le futur d'une d'interaction physique mixte un petit peu à la WWE. On espère que voilà, ils ont des bonnes idées en stock et qu'ils vont pouvoir nous proposer un bon spectacle. Mais je trouve que c'est une belle façon de prolonger tout ça. Puis la petite tape à la fin de Becky Lynch sur les fesses de Seth Rollins quand ils repartent, là c'est assez drôle parce que on inverse vraiment les rôles, quoi. Je trouve ça assez marrant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, alors oui, c'est un peu gnangnan, surtout au début où ils se regardent là avec leurs yeux qui débordent d'amour sans trop savoir quoi dire. Ils étaient un petit peu au début, ils sentent que, enfin, c'est une relation qui était assez secrète pendant des mois. Et là, tout d'un coup, on les pousse un peu dans le spotlight, là. On les pousse carrément, ils ont pas trop le choix. Est-ce qu'ils trouvent ça cool ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ils sont à l'aise, quoi. Ils vont être de plus en plus à l'aise. Et c'est vrai que le fait que Becky Lynch, enfin comme tu dis, enfin il y a un peu c'est un petit peu inversé, quoi. Effectivement, c'est un petit peu le Becky Lynch qui est un petit peu le qui porte la culotte, comme on dit, et c'est plutôt bien vu. Donc on continue sur cette rivalité. Moi, je suis toujours très content de voir le Baron en haut de l'affiche. Et Lacey Evans tire aussi bien sa corde dans cette histoire. Elle tient bien son personnage. C'est pas évident non plus pour elle. Hein. Elle a un petit peu été poussée elle aussi. On a poussé beaucoup de monde là ces dernières semaines. Alors parfois sous les feux de la rampe, parfois en dehors de, parfois un petit peu dans la cave. Mais c'était, écoute, une bonne façon d'ouvrir le show. Le public s'y est pas trompé. On enchaîne ensuite avec la division tag team. Alors, c'est un petit peu le bordel, hein, c'est la wildcard rule, hein, si on peut encore utiliser ce terme. Ah ouais. On avait donc un match à élimination ce soir qui opposait les Usos, le New Day, en la personne de Biggie et Xavier Woods, The Revival, Daniel Bryan et Eric Rowan. C'était un match, ma foi, assez solide qui a vu les champions de la planète éliminés en premier. Notamment par Xavier Woods, il me semble, après que Daniel Bryan soit bouffé ouais, tout à fait. une offensive de Dash. Mais voilà, Woods se fait un petit peu avoir juste après. Il est pris dans la Shatter Machine. Donc, au revoir les équipes de SmackDown. On se retrouve donc avec un dernier face-à-face entre les Usos et The Revival. Et c'est
les Usos qui remportent la mise avec un splash sur Dawson. Donc voilà, on va continuer un petit peu la rivalité d'un côté comme de l'autre. On dessine un petit peu mieux les rivalités du côté de la division tag team dans un match qui était, ma foi, assez solide. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie là, avec les divisions tag team? Ouais, match assez solide. Après, bon, bah voilà, moi de toute façon, je suis anti wildcard rule, mais il va falloir faire le deuil. Je sais pas, mais bon, ça m'a un peu agacé là de voir ce chassé croisé avec deux équipes de SmackDown comme ça impliquées, qui en plus du coup se retrouvent à bouffer deux tombées dans l'équation. Donc c'est vrai que faire perdre un petit peu là en 3 minutes sur une saucisse comme ça, Daniel Bryan et Rowan, les champions de SmackDown, juste après qu'ils aient défendu avec succès leur titre la veille, je trouvais pas ça d'une inspiration extraordinaire. Mais bon, voilà, la fin du match était pas mal. Le match, dans son ensemble, était plutôt sympa. De toute façon, il y avait de la qualité dans le ring, donc il n'y avait pas trop d'inquiétude là-dessus. Bien aimé le spot final avec ce splash des Usos sur Dawson là, qui prend son élan sur Wilder qui était étalé sur le top turnbuckle là. C'était assez marrant. Écoute, ouais, j'attends quand même un petit peu plus à Raw. Bon bah voilà, là il y a eu un petit chassé-croisé certes. Avant Stomping Grounds, il se passait pas grand-chose. La ceinture a pas été défendue du Revival. Avant Stomping Grounds, le Revival était cantonné à un rôle de laquais un peu buveur de champagne en coulisses de Shane McMahon qui servait pas à grand chose. Il serait temps quand même de passer un tout petit peu à la vitesse supérieure que de faire ces matchs qui sont quand même, je trouve, qui sentent bon le remplissage parce qu'on a rien de prévu quoi. Donc, effectivement, c'est bon. On sent qu'on peut rapidement y retourner en fait dans ouais, ça peut aller vite. Tag team, ça peut aller très très vite. Et on sait que la WWE est tellement épileptique et tout peut arriver du jour au lendemain que ça se trouve dans un mois on louera les louanges de la division tag team de Raw et de SmackDown. Effectivement, là on est encore, on se bouffe encore ces histoires bah voilà, de catcheurs qui peuvent aller d'un show à un autre. C'était vraiment nécessaire, comme tu le dis, j'en sais trop rien. Enfin, toi, un simple match entre des différents prétendants, on va dire, du show rouge, quoi. On aurait, plutôt que de faire venir Daniel Bryan et le New Day, tu mettais en selle toutes là, les tag teams de... rien, hein. Bah non, toutes les tag teams du show rouge et tu tirais le mieux que tu pouvais de ces gars-là et elle avait obtenu le meilleur résultat. Donc là, je pense que tu remplaçais le New Day et comme tu dis Daniel Bryan et Rowan par écoute, je sais pas, deux équipes, les Good Brothers là qui traînent un petit peu en ce moment, et puis une autre équipe qui aurait pu faire le job, les anciens champions par exemple, ou par exemple les anciens champions Zack Ryder et Kurt Hawkins, et tu arrivais exactement au résultat, puisque la morale du match c'est juste que bon bah voilà, les Usos ont pris un petit peu de momentum sur les champions. Finalement c'est ça. Est-ce qu'il y a besoin de ramener 4 catcheurs de SmackDown pour faire ça et du coup ne développer absolument aucune histoire ou aucune émulation dans la division de Raw? Je suis pas persuadé. C'est leur politique. C'est leur politique et donc on doit s'y plier parce que ceux qui décident et on ne fait que analyser ce qui nous est proposé. Miss TV, tu aimes bien Miss TV? Est-ce que tu aimes bien Miss TV? Oui, j'aime bien Miss TV. Et ben ce soir il y a un épisode de Miss TV. Et c'est R-Truth et Carmella qui sont les invités. Alors, R-Truth, il vient sur la pointe des pieds, du bout des orteils, parce qu'il se dit, je vais arriver sur le ring, Miz, il va m'en mettre une, il va me faire une saucisse, comme tu l'as dit si bien Gisèle 2 minutes auparavant, et je vais encore me faire avoir. Mais Miz, il a sa petite oreillette, et il explique qu'il a obtenu des figures d'autorité, que la règle du 24/7 était suspendue durant l'entrevue. Ok, pas de problème. Donc, tout le monde s'installe et on passe en revue le drame qui s'est déroulé lors du mariage de Drake Maverick lorsque R-Truth est intervenu pendant les vœux, pendant la noce, et a récupéré la ceinture, ce qui du coup était le pire jour dans la vie de Drake Maverick, alors que ça avait dû être le plus beau jour de sa vie. Évidemment, Truth
nous explique aussi, parce qu'il y a comme toujours, il y a deux facettes. Hein. L'histoire, il nous dit que il le vit mal. Hein. C'est difficile pour lui d'être le champion européen TV 48-7, que il était, il est devenu parano tout simplement. Hein, qu'il reçoit parfois des gens qui débarquent chez lui. Dans sa planque, habillés comme des policiers, qui lui expliquent que sa voiture est en train de brûler. Mais bon, non. Il est pas con, il sait. Il est pas con, il sait. Des déguisements. Ils ont pas à avoir des badges et des flingues et tout. Et quand ça défonçait la porte, il le rouvre pas, quoi. Ouais. Carmella, effectivement, acquiesce. Hein, c'est une affaire sérieuse, tout ça. Et Drake Maverick, justement, hein, le pauvre jeune marié, lui aussi, sa vie a été ruinée par tout ça. Et il approche et il explique que son mariage est perdu, puisque sa femme a carrément demandé le divorce sur Twitter. Et le pire, c'est qu'il a même pas consommé, ce mariage n'a pas été consommé. Alors, Truth, il dit, mais attends, t'as qu'à prendre, il te faut des fibres pour que ça aille mieux. Tu te dis, mais de quoi tu racontes? Il dit, bah oui, t'es constipé, si on est constipé, il faut prendre des fibres. Il dit, mais attends, j'ai pas dit ça. Donc voilà, on a des... Alors, Truth dans toute sa splendeur, et à la fin, Truth accepte un match pour se faire pardonner, il accepte un match contre Drake, ou Hans Vogel quand il l'appelle. Le public est chaud bouillant. Malheureusement, Truth bat Drake Maverick assez rapidement, en 14 secondes. Donc voilà, c'est un bonhomme, il a le cœur sur la main, Truth, mais il a toujours la ceinture entre les hanches. Donc c'est une affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. Bon, écoute, il se passe pas grand chose pour le Miz en ce moment. Enfin, on sait pas, justement. Il est censé se passer des choses. Sauf que, du coup, il prend le temps de faire un petit Miz TV un peu léger avec R-Truth et Carmella. Alors, tu te dis, un coup, il est en feud avec Shane, un coup, il est plus en feud avec Shane. Et puis, alors, tu sais pas. Cette semaine, ça avait pas l'air de trop le travailler. Donc, tant mieux pour lui. Ouais, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. C'est vraiment... Alors la semaine dernière, il nous a sorti une grande promo comme quoi il était en croisade contre Shane et qu'il allait venger le WWE Universe et qu'il allait débarrasser la planète de Shane McMahon. Créature qu'il avait créé. Engendré. Ouais. Et puis écoute, non, cette semaine ça va, il fait des blagues avec R-Truth au Miz TV, donc écoute, tant mieux pour lui. Sinon, au-delà de ça, j'ai trouvé ça assez marrant comme d'habitude. C'est vrai que ça volait pas très haut, mais quand c'est R-Truth, ça marche bien parce qu'il est tellement loufoque et complètement barré là que ces blagues un peu sur la constipation ou sur les policiers déguisés là, tout ça, on trouve ça assez marrant. Drake Maverick, c'est pas mal aussi ce qu'ils font avec le pauvre Drake Maverick qui a le mérite, encore une fois, voilà, je trouve de se donner à 1000% dans les miettes qu'on lui laisse sur ces émissions surbookées, surchargées. Il utilise le maximum des toutes petites miettes de scénar un peu pourri qu'on lui donne. Et on peut pas en tout cas, on pourra pas lui reprocher de pas se donner à 2000%. Le mec met même en scène son mariage pour une storyline WWE. Tout le monde ne ferait pas ça. Hein. Tout le monde ne ferait pas ça, clairement. Donc écoute, voilà, segment sympa. Sans trop de conséquences et j'attends de savoir ce qu'il en est du Miz, ce qu'il a oublié, ce qui s'est passé la semaine dernière ou pas. Ouais, j'aime pas ce qui s'est passé avec le Miz, mais j'ai adoré ce qui s'est passé avec Drake et R-Truth, c'est vraiment super. Enfin, j'adore. Enfin, il y a plus de, en fait, comment dire, il y a plus de bienveillance et envers ces personnages-là qu'envers beaucoup d'autres personnages qui tiennent le haut de l'affiche. Et quand je parle de bienveillance, c'est pas juste leur faire des choses gentilles gentilles, mais c'est prendre soin d'eux, quoi, prendre soin de ces personnages et ces histoires. Et comme tu le dis, c'est des petites histoires, c'est de la comédie, mais il y a quand même un petit peu de drama en dessous. Enfin, il y a toujours quelque chose, toi. Il y a un petit truc en plus, c'est divertissant et ça colle bien. Donc voilà, il y a une espèce de bienveillance qui est assez communicative. Les gens on pop vraiment sur ces. Ouais, on pop de bon cœur, c'est ça. Ouais, voilà, c'est assez léger. Par contre, ce qui est moins léger, ce qui est même peut-être très grave, voire très lourd, voire carrément pénible, c'est Shane McMahon qui est bel et bien là, qui est toujours là. Et ce soir, il y avait un match
contre Roman Reigns, mais il n'était pas seul puisque Drew McIntyre l'accompagnait. C'est donc un handicap match. Je sais même plus pourquoi on en arrivait à ce booking d'handicap match, à part que il voulait. Parce qu'il l'avait annoncé à Stomping Grounds en fait la veille après la victoire de Roman Reigns. Shane McMahon était très très remonté dans les vestiaires, dans les coulisses, et il a dit face caméra. Puisque c'est comme ça, demain on te prend 2 contre 1 handicap et on va te défoncer. Et voilà. Écoute, au moins il fait ce qu'il dit, on peut pas le reprocher. Oui, c'est plus facile de faire ce qu'on a envie de faire quand on est le fils du patron, évidemment. Et Shane McMahon est le plus fils du patron de tous les fils de patron. Donc on a évidemment un match qui est difficile pour Roman Reigns, même si il se bat bien, hein, il se défend, mais c'est compliqué voilà, que tu as 2 contre 1, c'est difficile de surmonter cette épreuve. McIntyre place d'ailleurs un Claymore Kick, McMahon place un Spear, et un second Claymore Kick arrive. Le Big Dog est dans le coin et Shane O'Mac monte sur le turnbuckle pour préparer le coast to coast. Quand soudain, alors là, mesdames et messieurs, la terre a tremblé, les lumières se sont éteintes et le dong a retenti. Un dong qu'on n'imaginait pas forcément entendre de sitôt. Et l'Undertaker apparaît, il est là, face à Shane O'Mac. Il est sur la ligne, hein, sur le chemin qui mène Shane O'Mac à Roman Reigns. Undertaker apparaît et le match se termine en no contest quand Undertaker tout simplement punit Drew McIntyre et Shane McMahon. L'Undertaker est de retour après son petit périple difficile en Arabie Saoudite. Il fait peut-être chaud à Los Angeles, mais sûrement moins chaud qu'à Jeddah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le retour aux affaires de l'Undertaker, du Deadman, dans une rivalité face à Shane O'Mac. En avait-il besoin? Je parle des deux en fait. Ah, des deux. Personne n'en avait besoin. Non. Oh là là, je sais, franchement, c'était quel what the fuck encore ça. Alors c'est un what the fuck bien, c'est un what the fuck pas bien, je sais pas. Moi j'ai marqué forcément quand j'ai entendu le dong, parce que bon bah voilà, c'est mythique et c'est toujours un plaisir de voir l'Undertaker. Enfin moi je fais pas partie de ceux qui ont hâte de le voir disparaître. Au contraire, je profite de chaque instant qu'on peut l'avoir à l'écran, parce que c'est toujours particulier. Donc bon voilà, ça me fait plaisir. Alors voilà, c'est encore un segment où je me dis, je sais pas, est-ce que c'est mon côté un peu mi-fataliste, mi-optimiste. Je me dis, une fois qu'on en est là, écoute, pourquoi pas, profitons de ce truc qui n'a aucun sens. Mais alors, c'est n'importe quoi. De toute façon, depuis 2 mois, je ne comprends pas du tout ce qu'il s'essaye d'écrire avec Shane McMahon. Il était en feud avec le Miz. Il a plus ou moins gagné sa feud avec le Miz de manière assez incompréhensible. Et le Miz, du coup, s'est détaché de cette rivalité. Et Shane McMahon a transitionné vers Roman Reigns, qui se trouvait du coup le nouveau potentiel élu pour offrir au public le payoff de défoncer Shane McMahon. Donc du coup on a eu un procédé assez standard en Arabie Saoudite, qui voulait que rien de plus énervant que de voir un petit heel qui n'a aucune chance s'en sortir avec la triche d'un de ses laquais. Enfin bref, et du coup il a gratté une victoire, ce qui faisait monter un peu la tension et ce qui donnait encore plus envie au public de le voir se faire déglinguer. Ce qui s'est passé la veille de Stomping Grounds, puisqu'il s'est fait éclater par Roman Reigns autour du ring et dans les gradins. Derrière, Roman Reigns défonce Drew McIntyre et Shane McMahon à Stomping Grounds pour obtenir une deuxième victoire sur Drew McIntyre et d'une certaine manière mettre un petit peu un point final à cette affaire. Non. Alors que, sachant qu'entre-temps, on avait relancé la feud avec le Miz qui manifestement n'était pas finie, donc on se demandait si justement on n'allait pas préparer une transition. Eh ben non, on recommence quelque chose qui aurait dû être déjà terminé depuis 3 semaines,
et on y ajoute un swerve, mais complètement, mais inexplicable, n'importe quoi, de rajouter l'Undertaker et tout ça. Enfin, on a vraiment, là pour le coup, je dis pas ça souvent de la WWE parce que je reconnais la difficulté que ça peut être de. On se rend pas compte, mais enfin d'écrire 6 heures, 7 heures de show live TV par semaine, 54 semaines par an, toute l'année depuis 20 ans et tout. Mais là, on a vraiment l'impression que genre c'est en effet, je vais commencer à y croire à ces rumeurs que ils prennent un scénar et puis ils gomment tout et puis ils recommencent chaque semaine et puis ils disent ah ouais tiens ça c'est pas mal, bah vas-y on va faire ça. Ouais mais on avait fait ça la semaine dernière. Ouais mais c'est pas grave, ça c'est bien, ça vas-y on va faire ça. C'est vraiment depuis 3-4 semaines maintenant avec Shane, c'est l'impression que ça me donne, c'est que ils enchaînent les idées et puis ils y vont. Et puis bah écoute, la semaine prochaine, peut-être que finalement ils vont se dire ah bah tiens finalement le Miz il a une bonne idée de promo, et bah vas-y on va le renvoyer sur Shane et puis on va rallumer le truc. Je sais plus. Donc partant de là, je me dis bon bah écoute vas-y l'Undertaker et Roman Reigns en équipe, pourquoi pas, c'est stylé, allons-y. Je sais de toute façon je sais pas trop quoi dire d'autre là-dessus. Donc voilà. De toute façon voilà c'est effectivement c'est en fait. Concrètement, qu'on y croit ou pas, ces rumeurs de backstage, comment ça se passe, les témoignages des scénaristes, témoignages des anciens, que effectivement, finalement, tout ça, c'est la main d'un seul homme qui s'appelle Vince McMahon, qui passe son temps à gommer, comme tu le dis, le travail des scénaristes pour apporter, voilà, pour que ce soit lui qui décide et qu'effectivement, d'une semaine à l'autre, il change d'avis comme de chemise, même si j'ai pas l'impression qu'il change souvent de chemise. Peut-être qu'il devrait passer plus de temps à changer de chemise qu'à changer les scénars de ces scénaristes qui payent sûrement très grassement et qui sûrement pissent des dialogues et des séquences et des scénarios enfin à tire-larigot. Le résultat, il est bel et bien là. Ça, on peut pas. C'est bien une chose qu'on peut juger, c'est le résultat. Et je suis d'accord avec toi. C'est juste, on enchaîne, on empile des idées, des opposants, des rivalités. On fait que zigzaguer en fait. On zigzague entre les différents protagonistes et on fait revenir, le Dead Man quoi. On sait même pas vraiment pourquoi et Non, je sais pas parce que Roman Reigns il a gagné, c'est fini là. Enfin. Ils en remettent une couche. Bon, je prends pas. Ouais, effectivement. Le payoff aurait dû être initialement pour le Miz et puis c'était une rivalité simple de mid-card et là je pensais pas qu'on pouvait aller encore plus haut en fait si tu veux que Roman Reigns dans le délire de ok cette rivalité doit être celle qui est tout en haut quoi. C'est-à-dire on va mettre face à Shane O'Mac, on est obligé de mettre notre top dog. Et ben si les mecs ils arrivent à aller chercher l'Undertaker quoi. Puis alors là faut carrément aller ramener l'Undertaker qui lui-même de toute façon a déjà battu Shane McMahon. C'est pas comme si on allait apporter un payoff inédit. Genre non, c'est voilà, c'est juste un truc de gala qui est d'autant plus surprenant que c'est vrai que l'Undertaker ses apparitions de par sa santé j'imagine sont assez comptées. Là on va l'envoyer à Extreme Rules genre quelques semaines avant SummerSlam. C'est vraiment très étrange. Je suis en tout cas juste curieux de savoir comment ils vont justifier ça, s'ils le justifient, toi. Je suis assez curieux de voir comment ils vont s'en tirer. C'est un petit peu vicieux de ma part, j'avoue, mais j'ai envie de voir. Je vois mal l'Undertaker dire qu'il était chez lui et qu'il en avait assez du tyran Shane McMahon et du traitement injuste qu'il infligeait à Roman Reigns. Je le vois mal dire un truc comme ça, donc c'est vrai que je vois pas trop ce qu'il va pouvoir nous sortir. J'ai envie qu'il dise ça. Ce serait trop drôle. Tu le vois qui tape dans le dos de Roman Reigns. Je fais ça, c'est my man Roman Reigns. Il faut pas lui chercher des noises et tout. Genre. Et non, et puis il montre une vidéo enregistrée par son épouse de Undertaker qui était tranquillement installé en train de regarder Monday Night Raw et qui face à la tyrannie de Shane O'Mac, qui commence à s'énerver face à sa télé, toi. Il prend son chapeau, son manteau et il part. Et la fin du live Instagram. Ouais. Et il se retrouve après. Faudra voir. Peut-être que la semaine prochaine, on aura une promo épique. Parce que c'est vrai il faut se dire que Roman Reigns, c'est quand même un des 2 seuls mecs qui a réussi à battre l'Undertaker à WrestleMania. Et donc, il y a peut-être des choses à raconter. Mais bon, écoute.
On verra. On m'a parlé de grands Golgoth, hein, Drew McIntyre, Undertaker, Roman Reigns, c'est quand même des sacrés morceaux de barbac. Mais il y en a deux autres. C'est Bobby Lashley et Braun Strowman, et eux, ils règlent leur compte non pas entre les cordes dans un match de catch, mais entre les cordes dans un concours de l'homme le plus fort. Je crois que c'est là, on a une vidéo de Bobby Lashley ou de Braun Strowman en train de tirer un camion, c'est ça? Ouais. Pour nous montrer que c'était lui le plus fort, ok. C'est très très fort. Ok, ouais. Et du coup, après, il y a un jeu de... Comment t'appelles ça, là? Tug of War, là, mais c'est Le tir à la corde, quoi. Je sais pas, on tirage de corde, je sais pas. Un jeu de tir à la corde, jeu de fête foraine, quoi. Le tir à la corde, quoi, La voilà. kermesse, souvenez-vous, voilà. Donc, on est dans une On essaie kermesse. de faire franchir la ligne rouge à l'autre en tirant sur une corde. Là. Et c'est Braun Strowman qui y parvient. Bobby Lashley n'est pas content. Évidemment. Il passe à tabac Braun Strowman. Donc, toujours aussi inintéressant. Ouais. Vous êtes content, Bobby Lashley, hein, avec c'est vrai que j'en me souviens du parcours militaire qu'il avait fait contre Sami Zayn ou des trucs comme ça. Il est toujours dans des animations assez sympas. Ouais. C'est vrai, notre animateur, il doit avoir son BAFA, je pense, le mec. Ouais, Il peut faire des colos, des camps d'été, je pense, des summer camps. N'hésitez pas sur summercamp.com. Il y a sûrement, voilà, si vous voulez entraîner. Ça mélange à la fois des bons moments, les bons moments de camaraderie, et puis des gros parcours militaires, comme ça, un esprit sain dans un corps sain, et tout ça dans la bonne humeur, avec les camps d'été de Bobby Lashley. Viking Raiders versus Good Brothers, un match qu'on a eu droit ce soir. Pourquoi? Parce que Gallows et Anderson se sont fait un petit peu tirer les oreilles par AJ Styles, qui était en train de donner une interview et qui s'est fait interrompre par ses deux copains du Bullet Club, ou plutôt du club, qui était en train de danser parce qu'il il mène la belle vie, jet ski, voilà, ligne de coke, voilà. Et toi, t'es chinois, exactement. Pourquoi s'emmerder à aller se battre quand on peut être payé à rien foutre, ou plutôt à s'amuser dans des soirées organisées par Nowhere Rosé? Eh ben, ça plaît pas à AJ Styles, qui commence à les engueuler. Les Good Brothers fait oh attends, on va te montrer qu'on est fort, qu'on a toujours la forme. Sauf que non, ils ont pas toujours la forme puisqu'ils se font rouler dessus par les Viking Raiders. Et du coup, AJ Styles, il voit ça et il fait c'est pas possible. Du coup, on a remis un petit peu AJ Styles avec les Good Brothers. AJ Styles qu'on retrouvera dans notre main event un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu penses de cette interaction avec les Good Brothers? J'aime bien potentiellement, parce que ça peut être, c'est très probablement annonciateur d'un heel turn peut-être de AJ qui reformerait le club qui avait été, je trouve, un trio très efficace à l'époque où il avait feudé avec John Cena. Ça me plairait bien de revoir une dynamique entre les trois, ça me plairait bien de revoir les Good Brothers un petit peu en avant. Donc écoute, ouais, je suis ça avec attention, on va dire. Je suis d'accord avec toi, moi, j'ai vraiment envie de les voir ensemble comme à l'ancienne. Ils ont une super alchimie, il y a un côté un petit peu faction, un peu The Click, ou alors même Undisputed Era, c'est des petits cons, toi, quand ils sont ensemble, donc j'ai envie de les voir, ils ont des bonnes interactions, et ça peut être un beau programme pour, un petit programme sympa pour AJ Styles à faire un petit peu le grand frère avec ces deux autres couillons là qui font des conneries là, donc à suivre effectivement. Juste pour terminer, revenir sur fermer la parenthèse de R-Truth, il s'est passé beaucoup de choses pour le titre 24/7, puisque tout simplement il y a eu plein de nouveaux champions ce lundi. Il y a eu notamment Heath Slater qui allait commencer un match face à Mojo Rawley avant que R-Truth, pour une raison que j'ignore, est passé par là, et donc du coup il s'est fait il cherche la merde. Ouais, non, mais le gars. Heath Slater, champion de 24/7, mais R-Truth le récupère. Après c'est Cedric Alexander qui a pris le titre, sauf qu'il se l'est fait prendre par EC3, et R-Truth a récupéré encore le titre grâce à l'intervention de Carmella. Donc je crois qu'il en est à 9... C'est ça, il est 9 fois champion. Ouais. 9 fois champion, et j'ai lu quelque part que parmi sur un titre individuel, enfin sur un seul et même titre, le record détenu est pour le Hardcore Championship par Raven. Donc voilà, ça commence à dater, qui a détenu, je crois, 23 fois le titre ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça peut aller vite, à coup de 3 prises de titre par show. Donc bon, on y va, hein, on pourrait aller battre ce record là, on y va droit devant quoi. Ouais.
C'est tellement le bordel. On retourne avec des gens de SmackDown et de Raw, je sais même plus. Les Canadiens, Kevin Owens, Sami Zayn, ils sont de Raw ou de SmackDown? Owens, On je s'en crois que fout. Zayn est à Raw et Owens est à SmackDown, mais bon, de toute façon, c'est plus très grave maintenant. Ouais, c'est ça. Il y avait une interview, je crois, avec eux, avec Kofi, qui est interrompu, Kofi, mais interrompu par Sami Zayn, je crois. C'est ça. Et Kevin. Et Kevin Owens aussi. Hein. Ouais, ils viennent l'emmerder, je sais plus exactement ce qu'ils lui disent. Tout ça se Non, mais termine. il se provoque grossièrement parce que on interviewait Kofi Kingston sur sa défense de titre réussie de la veille et les deux arrivent, cherchent la merde. Kofi se fout de leur gueule et de leur relation par rapport au New Day, que ça vaut pas une cacahuète C'est ça. et que voilà quoi. Exactement. Et du coup, on a un match entre Kofi Kingston et Sami Zayn, Oui. qui est remporté par Kofi. Tout à fait. Et après. Et bah écoute, après, en fait. Après, c'est Kevin Owens, le challenge le champion pour un nouveau match. C'est ça, il enchaîne 2 matchs. C'était très compliqué. Il y avait beaucoup de matchs à stipulation cette semaine. Hein. Donc là, en plus, la doublette. Kevin Owens, mais ce match va se terminer par un décompte à l'extérieur, en fait. Très rapide. Très rapide, ouais, en moins de 2 minutes. Kofi Kingston, donc il s'en tire par 2 fois. Mais tout ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que Kofi Kingston se fait attaquer après ces 2 matchs par ni plus ni moins que Samoa Joe. Samoa Joe, après avoir lâché son titre des États-Unis, attaque Kofi Kingston, l'étrangle, hein, parce qu'il sait faire que ça, il étrangle les gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Et aucune trace de Biggie et Xavier Woods, voilà, dont leur meilleur ami est en train de mourir face à 10 000 personnes. Et donc, on a un nouveau prétendant qui vient de montrer ses dents, là. Qu'est-ce que tu en penses, là, de Samoa Joe, qui arrive? Ouais, sur le fond, j'aime pas mal. Sur la forme, un petit peu moins, parce que c'était quand même assez feignant, quoi. C'est vraiment. Bon, bah voilà, Kofi Kingston a fini sa feud, alors du coup, bah, il y a un autre mec qui va l'attaquer, et puis hop, c'est reparti. Sachant que, en plus. Enfin, après, c'est les effets de timing, mais Samoa Joe venait de perdre son titre la veille, donc tu te dis qu'il y a peut-être d'autres mecs qui seraient plus légitimes et qui auraient le droit de gueuler, mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc oui, après par contre sur le principe, je suis content de voir Samoa Joe défier Kofi Kingston, même si Samoa Joe est un catcheur d'euro, mais ça c'est pareil, ça veut plus rien dire, on s'en fout. Donc parce que ça va donner un bon match et que Samoa Joe, il était temps de toute façon qu'il aille, qui se positionne plus sur le main event parce que c'est voilà, il est suffisamment crédible et il est vraiment excellent dans ce qu'il fait depuis des semaines, voire des mois. Donc c'est plutôt bien de le voir lâcher le titre US pour aller voir plus haut. Ça me plaît pas mal. Et puis ça donne encore une fois un excellent méchant à Kofi Kingston qui en a besoin, je trouve, pour son titre, pour son règne. Donc ça c'est pas mal. Tout ce qui s'est passé avant est sans intérêt. Je vois pas pourquoi est-ce que tu ramènes Sami Zayn et Kevin Owens pour leur faire enchaîner 2 défaites. Les mecs sont juste là pour faire les transitions, en fait. Présenter un ami à un autre. Ah, au fait, Kofi, je te présente Samoa Joe. Ah, au fait, Kofi, je te présente Dolph Ziggler. Ouais, c'est ça, au fait, je vous présente... Les mecs, c'est des entremetteurs, quoi. Ouais. Donc du coup, ça a complètement annulé leur victoire de la veille sur le New Day qui leur avait fait du bien. C'est vrai que bon, bah là, du coup, ils se sont fait rouster l'un après l'autre par le champion. Donc ça a terminé, bonsoir. Donc en fait je voyais pas du tout l'intérêt de ça finalement. Kofi Kingston il aurait très bien pu se faire attaquer par Samoa Joe sans nous proposer ça qui n'apportait rien je trouve. Mais bon, ok, va pour Kofi Kingston contre Samoa Joe. Ça nous promet de toute façon des belles promos et un bon match, donc ça peut pas être un mauvais programme ça. Exactement. Bon, un autre programme, c'est direction la division féminine. On a eu une petite bisbille backstage entre Nikki Cross, Natalya et Naomi. Tout ça a été suivi d'un premier match entre Alexa Bliss et Naomi, remporté assez facilement par Alexa Bliss. Oui. On a un beatdown, Naomi sur Naomi.
Natalya arrive pour sauver sa copine du moment. Ça se transforme en tag team match playa, remporté une fois de plus par Alexa Bliss et Nikki Cross, avec une petite histoire à la fin où Nikki fait le boulot et c'est Alexa Bliss qui fait le tomber. Donc voilà, toujours cette histoire d'Alexa Bliss qui utiliserait Nikki Cross pour arriver à ses fins. Nikki Cross qui ne voit pas grand-chose dans le jeu habile de l'ancienne championne, et Natalya et Naomi qui étaient là pour prendre les tombées. Quelque chose à signaler ? Non, écoute, j'aime bien cette dynamique. Alexa Bliss, Nikki Cross, ça continue de bien fonctionner. Peut-être un tout petit peu faire attention, enfin on va voir jusqu'où ils vont, mais peut-être pas non plus trop faire passer Nikki Cross pour une courge dans l'histoire, parce que c'est vrai que ça commence à être de plus en plus gros et elle est un petit peu tout sourire et tout, à tout laisser passer. Mais en soi, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce développement de Nikki Cross pour la ramener dans la lumière, là, ce coup de finalement... elle a été pendant tellement longtemps une sorte d'outcast, un peu de nana complètement bizarre, barrée, que personne s'intéressait à elle. Le fait d'être complètement aveuglée par cette petite lueur d'amitié qu'elle semble voir avec Alexa Bliss, je trouve que c'est une façon vraiment sympa d'amener ce duo qui me divertit bien. Moi, ça fait partie des petits moments que j'aime bien pour l'instant à Raw chaque semaine, donc ok. Ouais, moi, je suis même. Ça fait partie de ces équipes dysfonctionnelles que j'ai envie qui durent, toi, où tu sens, les gars, allez, prenez votre temps, ça sert à rien de commencer à vouloir faire monter la rivalité, toi. Ça marche plutôt bien, c'est drôle, il y a des bonnes séquences backstage. Nikki Cross, Alexa Bliss, c'est quand même. C'est de l'or en termes de personnages, de mimiques. Elles sont à fond dans leur perso. Qu'elle roule un petit peu comme ça sur d'autres tag teams, c'est pas un problème. Programme avec la Iconics aussi, faire rouler un peu tout ça avant de commencer à nous faire monter la rivalité entre les deux. Mais je suis d'accord que c'est plutôt un bon programme, et Nikki Cross, j'étais un petit peu circonspect, pardon. Suspect, je le suis tous les jours, mais circonspect, je l'étais particulièrement ce soir-là. Ces derniers, au début, quand ils ont commencé quand ils lui ont changé un peu son gimmick, tout simplement, ou ils l'ont un peu twisté, parce que finalement, elle garde un petit peu ce côté complètement fou. Mais c'est juste qu'elle met un peu plus de maquillage le matin quand elle se lève. Mais ça prend plutôt bien avec Alexa Bliss. Elles sont super, quoi, toutes les deux. Donc voilà. Enfin, l'opposition n'est pas ouf en face, mais c'est pas mal. On va terminer avec AJ Styles. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, puisque c'est incroyable mais vrai. Mais le main event de ce Monday Night Raw est un match avec Ricochet contre AJ Styles, donc avec le champion des États-Unis. C'est pas rien. Dans un match compétitif, hein, forcément, que tu mets l'ancien champion de la Lucha Underground, ça c'est une petite dédicace pour Chris, pour montrer que je sais un petit peu ce qui s'est passé, je connais le palmarès du monsieur, face à l'ancien champion de la WWE, AJ Styles. Forcément, entre les cordes, c'est du lourd. On a tout simplement une démonstration d'athlète, hein, dans le cadre d'un weekly évidemment. Mais le jeune et frais champion américain n'est pas suffisamment fort pour vaincre AJ Styles, qui l'allonge d'un phénoménal forearm, alors qu'il a évité le 630 splash de Ricochet. C'était d'ailleurs une belle séquence qu'ils auraient peut-être même encore plus la rendre encore plus rapide et on va dire surprenante. Mais le résultat est un excellent match, j'ai trouvé en tout cas, et une bonne surprise, hein, de terminer comme ça par un match avec le champion US. Bon, je sais pas, il y a peut-être de la NBA en face, j'en sais rien, mais toujours sur la troisième heure. C'est fini la NBA là, mais il devait y avoir quelque chose. Oui. Quelque chose à dire, à voir ou à faire pour la NBA, tu sais bien, hein, c'est comme la NFL, on trouve toujours quelque chose à dire. On prépare sûrement la draft, non, bientôt là. Quoi que c'était peut-être le show des awards de fin de saison. Voilà. C'était peut-être ça, ouais. Bon, Ricochet, est-ce qu'il avait les épaules assez solides là pour tenir un main event de weekly? Ouais, en one shot, ouais, mais bon, ça. Oui, non, mais on ne veut plus jamais ça. Hein. Non, moi je veux pas voir Ricochet en main event, ça c'est sûr, mais au-delà de mes griefs personnels sur ce catcheur auquel j'accroche pas du tout, écoute, le match était très bon.
On va pas se mentir, très athlétiques. Ils ont chacun un arsenal et une palette de coups et de prises qui leur permet de faire un super match d'une douzaine de minutes et vraiment en garder sous le pied pour un potentiel title match derrière. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Ils ont pas tout balancé et pourtant ils ont fait un truc super rapide, super divertissant et tout. Donc bravo eux deux. Le spot en main event me semblait un petit peu osé, mais bon, en même temps c'est dans la lignée de la fainéantise de booking dont ils ont fait preuve à Stomping Grounds en offrant littéralement la ceinture à un mec qui pour moi c'est bien trop tôt pour lui donner une ceinture à la WWE, mais de toute façon c'est quelque chose que la WWE aime de plus en plus faire maintenant pour pas se casser le cul à construire des personnages et des histoires et des personnalités. Et bah, ils se disent tiens vas-y, il y en a un qui m'a l'air chaud, on va lui lâcher une ceinture et puis on va voir s'il arrive à faire quelque chose derrière. Donc maintenant c'est comme ça fonctionne à l'envers. Les titres sont là pour mettre en valeur les catcheurs et pas l'inverse. Mais je suis d'accord. En fait, en particulier le titre US, mais c'est vrai que, c'est le titre US, c'est particulièrement tartiné à ce niveau-là, puisque tu as raison. À chaque fois qu'un catcheur se retrouve avec le titre US, le mec c'est plus un personnage, il devient juste celui qui a le titre US. Il disparaît des écrans. Oui. Et il réapparaît pour leur perdre, pour le suivant. Donc c'est limite, on leur donne même pas vraiment la chance de voir ce qu'ils peuvent faire avec une ceinture, toi. Donc je sais vraiment pas. Non, puis c'est ça. Et puis même, au-delà de ça, Ricochet, faut quand même se remettre le truc en mémoire. Il y a genre 2 mois, c'était un mec qui perdait en première heure d'Euro là, qui perdait contre Robert Roode et Baron Corbin clean au milieu du ring. Derrière, là, il y a 2-3 semaines, il échangeait des victoires et des défaites avec Cesaro qu'on revoit plus depuis. Et soudainement, lors du Go Home Show de Stomping Grounds, il a gagné un Fatal 4-Way de nulle part. Et il se retrouve à gagner la ceinture US. Donc c'est quand même un gars qui en fait, depuis des mois, personne ne sait qui c'est. Il ressemble à rien. C'est si t'appuyais sur créer ton catcher dans WWE 2K19, tu mettais tout en aléatoire. Tu tomberais sur un gars comme lui, quoi. Il ressemble à rien. Il a eu aucun développement scénaristique. On sait absolument pas ce que c'est que son caractère, son personnage, quoi que ce soit. La seule fois où on lui a donné le micro, c'était une catastrophe avant Money in the Bank. Mais on se dit, il fait des flips. Le public, il y a une partie du public qui a l'air chaud. Vas-y, on va lui mettre la ceinture. Et puis on va lui envoyer AJ Styles. Et puis on va le mettre en main event. Et puis écoute, on va voir. Genre, moi, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Et donc écoute, on va voir. Ouais, on va voir. Mais moi j'aimerais que ça se passe différemment, que ce soit un mec qui ait fait ses gammes dans la mid-card tranquille, qui ait eu des rivalités, qui ait eu des histoires, qui ait pu nous raconter quelque chose sur lui avant qu'il touche au Graal, quoi. J'ai une autre conception des ceintures, mais c'est vrai que ça fait bien longtemps que ça fonctionne plus comme ça. Et autant, tu vois, je suis pas du style à encenser tout ce que fait NXT par rapport au main roster et à tomber dans la comparaison facile qui a pas trop lieu d'être. Mais s'il y a bien, je trouve, quelque chose que fait très très bien NXT par rapport au main roster, c'est la construction des challengers pour le titre. Et souvent, un title shot et une prise de titre, c'est vraiment une finalité, c'est le climax d'une histoire, c'est pas le début de quelque chose. Malheureusement, dans le main roster, maintenant, c'est quasiment systématiquement ça. Et Ricochet, pour moi, on est dans l'exemple parfait de ce qu'il faudrait pas faire. Mais bon, après, je lui souhaite de réussir, hein, mais j'y crois pas trop quand ça fonctionne comme ça. Bah écoute, que dire de plus là? Tu nous as fait un beau dossier à charge, effectivement. Tout marche un petit peu à l'envers à l'heure actuelle à la WWE. Si vous aimez commencer un livre par la fin, bah tant mieux pour vous. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément toujours très très passionnant. On va voir ce qui va se passer pour Ricochet. Ce serait bien que qu'il casse la roue et que on ait enfin quelque chose à se mettre sous la dent avec tous ces mecs qui enchaînent le titre là, ce titre US, il a dû connaître une cinquantaine de champions là depuis 5 ou 6 ans. Et on les a déjà tant mieux, hein. On les a déjà tous oubliés, hein. Et voilà, c'est comme ça que c'est terminé du coup ce Monday Night Raw et notre analyse. C'est donc l'heure du mot de la fin. Giscal, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Yes, alors, écoute, ma note maintenant, vous connaissez le principe. C'est -1 de base pour la wildcard rule. On a encore vu, je sais pas, je crois 7 catcheurs de SmackDown. Bon, écoute, sans le -1, je pense que je lui aurais donné 2,5 à ce row. Je lui aurais filé la moyenne parce que globalement, il y a eu du bon catch. L'intro du show m'a pas mal réjoui. Écoute, cette interaction mixte, j'aime beaucoup. Quelques petites lueurs, l'utilisation des Good Brothers, le duo Alexa Bliss dysfonctionnel. Là, il se passe des choses sympas, mais bon, beaucoup de négatifs aussi quand même. Et puis l'absence de Bray Wyatt, ça m'a fait beaucoup de peine. Même si on a vu, paraît-il, dans les coulisses, dans des segments, en fait, il y avait des petits caméos, des Easter eggs, les personnages de la Firefly Funhouse qui apparaissaient en arrière-plan, paraît-il. Moi, j'ai pas vu les moments, mais c'est ce que j'ai lu. Donc tu me demandes de le regarder une deuxième fois, Monday Night Raw? Non, t'inquiète. Je vais aller sur Reddit, il y a des mecs qui ont dû le faire à ma place. Voilà, du coup, écoute la moyenne, mais bon, voilà, -1 pour le wildcard, ça ferait 1,5, ce serait peut-être un peu sévère, je sais pas. Mon top, je vais le filer. Écoute, je vais le filer à cette intro, moi qui m'a pas mal plu, et surtout c'est ce duo Baron Corbin, Lacey Evans, complètement improbable, très très agaçant, qui a, je trouve, bien donné la réplique. À Becky Lynch et Seth Rollins, et j'ai assez hâte de voir ce qu'ils peuvent faire. Voilà, je trouve que les 4 personnages sont bien en place et peuvent nous faire une rivalité sympa, donc ça m'a bien plu cette intro. Mon flop, il ira au Miz, on en a parlé, qui m'a même si le segment a été sauvé par R-Truth, ça m'a vraiment gonflé de le voir tout sourire alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé la semaine dernière, et je sais pas, on a l'impression que le show est complètement compartimenté, complètement perméable, imperméable segment par segment, parce que je sais pas, Drew McIntyre et Shane McMahon ont encore fait leur loi, et la semaine dernière le Miz venait les interrompre. Là, il était en train de compter fleurette avec R-Truth. Ça, c'est le genre de truc qui m'agace. Et puis bah voilà, j'ai donné ma note, donc c'est bon. Eh ben écoute, moi, mon flop, je vais le donner à Sami Zayn et Kevin Owens, qui sont vraiment devenus des passe-plats. On en a encore eu, s'il le fallait, une nouvelle preuve ce soir. C'est assez désolant. Je crois que ça va être la dernière fois que je leur donnerai mon flop, parce que c'est bon, j'ai compris. Ouais. J'ai compris. J'ai compris leur rôle dorénavant et je l'accepte. Je suis pas d'accord avec, mais j'accepte. C'est la décision de la WWE. Mon top, bah écoute, j'ai rien vraiment qui est particulièrement qui m'ait fait sauter ou qui m'étoit de mon siège ou quoi. Même l'arrivée de l'Undertaker m'a laissé circonspect. Mais je vais le donner on va dire à Drake Maverick et R-Truth. J'aime bien. Il y a une petite histoire quand même dans cette histoire de 24/7 Championship. C'était plutôt, je sais pas. Je m'y suis attaché du coup à cette histoire en fait. Donc je trouve ça bien qu'elle continue. Et ma note, eh ben je donne un 2,25 à ce show qui était moyen. C'est con de dire que c'était moyen, mais qui à la fois qui met vraiment en avant les qualités et les défauts d'un produit weekly quoi, à l'heure actuelle à WWE. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la WWE aujourd'hui, un weekly, vous regardez ce weekly là et vous aurez à peu près. Il y a tous les qualités et les défauts en effet. Il y a tout. Donc des mecs qui font des bons matchs comme ils peuvent, mais des bookings et des ficelles scénaristiques à se claquer la tête et des choix à se claquer la tête contre le mur. Donc voilà à quoi ressemble un wiki à l'heure d'aujourd'hui. Bon, Jessica, je te remercie pour ta présence et ton analyse pour cet épisode de Monday Night Raw. C'est un plaisir, merci de m'avoir reçu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en audio sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais également sur YouTube pour la vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous me dire ce que vous avez pensé de ce Raw du lendemain. N'hésitez pas également à partager, à mettre des pouces, des cœurs, des fleurs, des étoiles, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description. On se donne rendez-vous très rapidement pour l'analyse de SmackDown, et donc on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde.
C'est juste à la fin t'entends Chris qui fait ah au fait Rafa, je t'entendais vraiment pas bien. Et je suis là je suis en train de suer sur Audacity, en train de tout réparer, et j'entends ça à la fin, j'entends Chris qui balance ça, je suis vous foutez de ma gueule. plus jamais ça les gars.